Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Et ravi de vous présenter les deux écrivains qui vont intervenir ce matin dans cette heure de rencontre dans laquelle j'espère peut-être vous interviendrez comme on l'a fait hier, avec un moment d'échange d'abord et puis ensuite de discussion avec vous. Et alors je ne sais pas trop comment définir au fond cette rencontre-là, cette rencontre-ci, parce qu'on a deux experts de nature un peu différente, mais qui nous ramènent à la nature, bien entendu, l'un et l'autre immédiatement, qu'il s'agisse du paysage ou qu'il s'agisse de l'eau, mais avec des qualités respectives différentes. Puisqu'on a un ethnologue, Martin de la Soudière, et on a un philosophe, mais qui est aussi un philosophe d'une dimension particulière, qui est celle du soin, puisqu'il réfléchit à l'université Jean-Philippe Pierron, à l'université Lyon 2, à Jean Moulin, donc à Lyon, à la fois à la chaire de soins dont vous êtes responsable, mais aussi du master développement durable. Écologie, développement durable, toujours dans l'université Lyon 2, sur des dimensions différentes qui sont donc le soin, il y a la dimension environnementale, c'est pour ça qu'il y a un lien, mais c'est d'abord le soin parental, puis le soin médical, et toute cette problématique qui enfin dans notre pays a mis le patient au cœur de tout le dispositif de santé. Il y était un peu mécaniquement, mais là c'est conceptuellement devenu essentiel de penser d'abord patient. Bon, mais oublions cet aspect, ça n'est pas tout à fait notre discussion, mais c'est pour dire que vous êtes dans cette problématique du soin. Et on va voir qu'à travers un autre ouvrage que vous avez publié, que les éditions François Bourin ont publié, La poétique de l'eau, vous vous êtes penché sur notre rapport, notre relation à l'eau. Et Martin de la Soudière, que vous avez déjà peut-être entendu un peu ici hier après-midi, lui s'intéresse à la façon dont nous appréhendons, dont nous entrons en paysage. Et alors je vous ai entendu dire un peu à la formule qui est reprise évidemment dans la deuxième de couverture, mais que c'est un peu comme une entrée en religion. Bon, on va voir que ça passe par toute une initiation, en effet. Il y a un temps de noviciat, en quelque sorte, dans ce rapport au paysage. J'aime beaucoup la façon charmante, sympathique, marrante, avec laquelle votre éditeur Anna Mosa vous présente. Vous êtes ethnologue, alors c'est le CNRS, c'est le HESS, bon, ce sont ces acronymes des grandes écoles nationales, ou alors École nationale supérieure du paysage de Versailles, Marseille. Mais vous êtes surtout, disent-ils, l'ethnologue du dehors et du temps qu'il fait. Bon, voilà, ça c'est déjà beaucoup plus savoureux et poétique. Et on reviendra sur votre livre qui est à la fois autobiographique, très sensible. J'avais un peu peur d'un précis intellectuel très méthodique sur la façon d'arpenter le paysage. Et en vérité, si on se laisse prendre, c'est formidable. Bon, c'est formidable parce que c'est accessible à tous, puisque ça passe par le sensible et par des grands auteurs, mais pas uniquement, vos amis géographes. Bon, mais on va y revenir dans un instant et on va se laisser porter par l'eau d'abord, si vous voulez bien, avec le livre de Jean-Philippe Pierron. Que d'eau, hein, parce qu'on est quand même dans un week-end d'inondation. On pense à nos concitoyens du Sud. C'est un peu comme à la messe le dimanche, on évoque ceux qui souffrent. Bon, pardon. Mais j'ai l'air de me moquer, les pauvres. C'est pas ce que vient de vivre le Var aujourd'hui n'est pas très drôle. Mais bon, on est dans un week-end donc d'inondation. Après un été de sécheresse dont on nous a dit on ne sait pas comment on va faire avec les nappes phréatiques. Bon, le nord de la Loire cette année a récupéré de l'eau là voilà, donc formidable. Et en même temps, on est donc dans ce paradoxe que vous évoquez dans ce livre formidablement. Prenez le micro si vous voulez bien, Jean-Philippe, je vous passe la parole. Ce paradoxe de l'eau et cette idée d'une nouvelle relation. Alors pardon, je ne sais pas comment c'est ça que vous nous proposez. C'est-à-dire que vous nous proposez dans ce livre d'essayer de construire une autre relation à l'eau. Je voudrais juste commencer en citant en effet la façon très, très efficace mais très simple avec laquelle vous nous dites, mais finalement, nos temps pragmatiques entretiennent le mythe d'une eau maîtrisée, indifférent au temps et au territoire. Qu'est-ce qu'il y a qui vous satisfait pas dans la façon dont nous traitons l'eau aujourd'hui,
Et pourquoi vous voudriez qu'on revienne à une façon poétique de l'aborder, comme si ça allait apporter une solution à la façon dont on se comporte avec cet élément? Je m'arrête là. Oui, merci de cette présentation et de cette question. Je reviendrai sur la fin de la question. Moi, je suis persuadé, en fait, convaincu d'une idée à la fois simple et redoutable à mettre en œuvre. C'est que je pense que d'une expérience poétique de la nature à ses enjeux politiques, la conséquence est possible. Et qu'une des difficultés, en fait, des politiques relatives à notre rapport au vivant en général, à la nature plus généralement encore, c'est précisément d'oublier la question des ancrages poétiques liés à nos expériences du monde, disons. Mais donc c'est l'arrière-plan de mon propos qui permet, en fait, je pense, un dialogue avec mon voisin. Mais sur le début, en fait, ce qui ne me satisfait pas, c'est d'une certaine façon, c'est le mot que vous avez utilisé vous-même, c'est que nous pensons le rapport aux ressources naturelles, justement en termes de ressources, en termes de traitement. Et souvent, je résume ça, en fait, sous une formule en disant que, à propos de l'eau en particulier, depuis que l'eau est devenue facile, elle nous est devenue facile au sens où elle est tellement accessible, du moins jusqu'à présent. On commence à parler de stress hydrique et donc les choses deviennent un peu plus compliquées. Mais en fait, souvent, parce que nous pensons l'eau en termes de ressources, je dis souvent comme ça, nous oublions la source ou la ressource. C'est-à-dire qu'en fait, nos logiques de contrôle et de maîtrise qui sont magnifiques. Enfin, je veux dire, on ne peut pas... On a des ingénieurs parmi les meilleurs au monde. Hein. Voilà, donc on ne peut pas à la fois nier qu'il y a une science de l'hydraulique, qu'il y a du génie civil qui permet tout ça, que finalement le rapport à l'eau dans nos cultures, du moins dans nos cultures à nous, est ultra médiatisé par nos sciences et nos techniques, et pour une part, tant mieux. Mais en même temps, cette eau mise en tube, j'allais dire, puisque de la source à nos robinets, il y a des systèmes de fiabilisation à la fois extraordinaires, mais qui anesthésient d'une certaine façon, parce qu'on a le souci du contrôle, et le vocabulaire, en fait, pour dire ça, c'est celui de la gestion. Parce qu'on veut gérer, eh bien, on oublie en fait que ce dont il est question, c'est pas simplement un rapport de maîtrise, à la nature, mais c'est aussi une qualité de relation. Autrement dit, ce qui m'inquiète, en tout cas, ce qui me semble nécessaire en fait de revitaliser de cette façon, c'est que sous nos soucis, de la gestion, qui se rapportent à l'eau sur un modèle, de la domination et du contrôle, eh bien, ne pas anesthésier les expériences sensibles qui font qu'effectivement, l'eau, nous la vivons sous de multiples formes, pas toujours heureuses, vous l'avez dit en commençant, la nature fait pas toujours bien les choses, hein, il faut aussi le redire, mais effectivement, se dé sous de multiples formes. Ça peut être aussi le brouillard, hein, c'est une forme possible de l'eau. Hein, magnifique ici ce matin. Voilà, c'est pour ça que je le salue. je le salue en passant, mais donc pour dire effectivement que le brouillard, c'est une expérience sensible, qualifiante, de l'eau, parmi d'autres, mais qui, parce qu'elles sont souvent anesthésiées, eh bien, finalement, on dit voilà, ça empêche des trucs, alors qu'en fait, peut-être ça nourrit, des qualités de présence au monde. Et en l'occurrence, je vous en prie, Martin. Par rapport à la source, il y a un géographe qui est l'un de ceux qui étaient les pionniers, Georges Bertrand à Toulouse, dans les années 70. C'est le premier géographe qui a pris le paysage à bras-le-corps d'une manière systémique. Il était géomorphologue, mais autant ethnologue ou historien, donc il l'a pris de manière systémique très très globale. Il a une très jolie formule. Le paysage est à la fois une source, une ressource et un ressourcement. C'est joli. Hein. Et alors, cette source, vous voulez qu'on y revienne, au fond, et c'est pas uniquement, un vocable, un mot, c'est vraiment la source elle-même, l'origine. Hein. Et après, il y a une dimension essentielle de l'eau, que finalement on oublie en effet, en oubliant le sensible, c'est sa dimension de lien. Mais sans l'eau, rien n'est relié, changer ni transformer. L'eau est l'élément de la relation, c'est le lien, l'eau. C'est ce que vous racontez dans le livre. Mais on oublie que c'est fondamental, l'eau, comme on oublie ce qu'on porte, par exemple, comment c'est fait, d'où ça vient, un peu de la même façon.
Oui, comme plus généralement encore, on oublie en fait que parce que nous sommes devenus autonomes, toutes ces formes de soins possibles qui nous soutiennent et qui nous rendent capables d'être. C'est-à-dire qu'en fait, comment dire, il y a des évidences qui, justement, dans nos contrées où finalement, pour une part, la question en fait de l'eau n'est pas encore un problème de cette façon, si ce n'est parfois par d'excès ou parfois des sécheresses quand même, mais où on commence à le percevoir. La plupart du temps, effectivement, ce qui nous soutient ou ce qui nous maintient, finalement, passe au second rang. C'est-à-dire qu'en fait, les problèmes d'écologie, à leur manière, ce qu'elles font, c'est faire remonter à la surface, entre guillemets, enfin, de nos manières de faire, ce qui jusqu'à présent était pensé simplement comme un élément du paysage. C'est-à-dire qu'au fond, la question de l'eau, elle était en arrière-plan comme étant une évidence, mais dont nous découvrons en fait qu'elle devient un partenaire. Alors simplement, pour qu'il n'y ait pas de méprise, en fait, je ne suis pas dans une pensée du retour. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il ne s'agit pas de retourner, à l'eau, à une eau rêvée, en fait, de je ne sais pas quelle culture. Une eau pure qui serait venue d'avant, Voilà, des montagnes qui n'existent. Voilà, c'est ça. En fait, mais par contre, ce que j'essaye de montrer, c'est que le rapport que nous entretenons à l'eau, il a une histoire, il est historiquement construit, il est culturellement construit. Nous venons en fait à la fois d'un moment où les sources étaient aussi, les eaux dans leur diversité, étaient porteuses à la fois de mystère, de magie et d'inquiétude, et donc une eau enchantée de certaine façon, pour le meilleur et pour le pire. La modernité occidentale, à sa façon, a désenchanté l'eau. Elle a réduit l'eau à, elle l'a réduit, oui, d'une certaine façon, pour pouvoir la maîtriser. Elle l'a rationalisée. C'est la figure, pour aller très très vite, de ce que j'appelle l'eau moderne, d'une eau H2O, en fait, qui vraiment enlève le mystère. L'eau n'est plus mystérieuse, elle devient, une énigme à décoder. On sait de quoi elle est faite. La faute de Monsieur Lavoisier. Pas forcément sa faute, mais en tous les cas, effectivement, un processus de rationalisation qui produit une eau maîtrisée au sens en fait de froide alors. Oui, maîtrisée aux deux sens du mot maîtrise, de l'ambigu, maîtrise au sens de la métrique et maîtrise au sens du une eau contrôle. métallique. Voilà, c'est ça. Et en fait, d'une certaine façon, je pense que la question qui nous est posée à nous, c'est dans nos systèmes en fait de maîtrise en fait de l'eau, nous apercevons en fait que ce rapport qui consiste à penser l'eau comme en extériorité à l'égard de nous-mêmes, eh bien, en fait, n'est pas tenable parce que précisément, ce qui nous fait tenir, c'est les relations que nous entretenons à elle. Quand je dis l'eau, c'est aussi un prétexte plus général à tout ce qui fait pour nous, au fond, notre être d'être humain sur la Terre. Et alors, de l'eau métallique à l'eau minérale, si j'ose dire, c'est-à-dire que vous essayez dans ce livre, et vous y réussissez, mais à faire le lien entre cette dimension gérée et en nous rappelant nos rapports plus poétiques, en effet, avec l'eau. Et par exemple, vous comparez les poèmes sur l'eau occidentaux ou le haïku japonais. Et de ce point de vue, je voudrais que vous nous parliez, juste avant que je passe la parole à Martin de la Soudière, je passe par la poésie, du plouf de la grenouille. Oui, c'est un poème de Basho, mais... le poète japonais Basho, en fait, ce qui est en jeu, il faut préciser en fait ce qui est en jeu sur la question du poétique. On n'est pas très loin de Bar-sur-Aube. Bar-sur-Aube, c'est la terre de Bachelard. C'est à côté, hein. Oui, c'est pas très loin. Bachelard, donc c'est à la fois le philosophe en fait d'un monde pasteurisé, le philosophe épistémologue spécialiste, des matières rationalisées. Il fait une thèse sur la chimie. Enfin bref, ce qui l'intéresse, c'est quand c'est une science de la nature qui pense la nature sur un mode, je le redis, pasteurisé. Et c'est en même temps celui qui dit que le monde, pour nous, ce sont toujours des partialités vécues. Et quand il parle de Bar-sur-Aube, il parle du Valage et il parle en fait d'un monde en fait qualifié. Et qualifié par quoi? Par des images. Il met l'accent sur l'idée que pour nous, les expériences que nous faisons de l'espace, nos traversées spatiales et au fond nos arpentages, au sens en tout cas où Martin en parlera, au fond de l'espace, sont des arpentages sensibles dans des partialités vécues. Et le poétique, c'est ça que ça signifie. C'est qu'au fond le poétique, ça n'est pas une espèce d'activité délirante en fait qui nous éloignerait du réel, mais au fond les images rêvées sont des images qui intensifient notre expérience du monde. Et donc l'idée de Bachelard, sur laquelle je m'appuie pour une part, et j'en viens au plouf de la grenouille, c'est que l'idée pour Bachelard, c'est qu'effectivement les images que nous habitons
Et donc les images qui nous habitent, et tous autant que nous sommes dans cette salle, nous avons des expériences sensibles de l'eau. Ça peut être une rivière, ça peut être un glaçon, ça peut être une qualité de brouillard, etc. Bref, ces images qui nous habitent intérieurement, donc qui nous aident à nous tenir aussi comme sujet, hein, qui nous individuent, eh bien, ces images qui nous habitent nous habilitent. C'est qu'en fait, ce qui nous intensifie intérieurement nous prépare aussi, à la vie, au réel, à nous engager. D'où la question du passage du poétique à l'éthique et de l'éthique au politique. Et donc, autrement dit, il y a un vrai enjeu. Alors, donc le plouf de la grenouille, en fait, donc ce petit poème, donc c'est un petit haïku de Bachot, en fait, dans lequel ce qu'il essaye de dire, c'est qu'effectivement, nos expériences du monde, en l'occurrence, c'est un poème japonais. Et il faut revenir sur le plouf. La sonorité même du plouf est poésie en soi. C'est la sonorité, mais c'est aussi, la structure poétique en fait du haïku. Hein, la caractéristique du haïku, elle consiste à dire que pour dire je raconte un état du monde. Ce que dans mon langage, moi j'appellerais ça une éco-biographie. C'est que pour répondre à la question « qui suis-je ?», je ne peux pas faire l'économie pour raconter mon histoire, de raconter une expérience que j'ai pu faire de la nature, du milieu, d'une certaine qualité de l'eau. Et en l'occurrence, le témoin ici, il est à côté d'une mare et il y a quelque chose qui ne relève pas du décidable. Hein, on sait très bien que, la question on ne décide pas, on ne décrète pas du saut de la grenouille, dans l'eau, mais au fond, la contingence de ce plouf, il dit à la fois effectivement une qualité d'opacité ou pas en fait de l'eau, mais en même temps l'émergence d'une relation possible entre le témoin, de ce saut et ce que cette bestiole minuscule fait. Et dire ça, c'est dire que pour nous, en fait, la nature, c'est jamais la nature en général, comme c'est jamais la montagne en général. Hein. Ce sont à chaque fois des expériences éminemment singularisées. Et donc, effectivement, le plouf de Bachot, de cette grenouille-là, il est irremplaçable. C'est sans doute pas les mêmes ploufs de celles qu'on trouverait un peu plus bas sous le viaduc de Chaumont. Mais dans ce plouf, il y a tout, parce que vous citez Bachelard, que vous citez en ouverture du livre. Bachelard, qui est un homme quand même des termes techniques, qui les décortique, mais qui est aussi quelqu'un qui nous enjoint, qui nous demande d'éviter de s'encombrer de termes de métier. C'est quand même ça aussi souvent, petite parenthèse au passage, ce qui nous pollue, nous attriste même aujourd'hui, alors qu'on devrait pouvoir, mais ça coûte plus d'argent, parce qu'il faut plus de temps, parce qu'il faut expliquer, passer par des termes beaucoup plus fleuris, par une esthétique du langage qui est différente, et c'est ce à quoi vous nous ramenez à propos de l'eau. Alors, cette esthétique du langage, j'y viens aussi, évidemment. Allez-y, je vous en prie. Deux choses. Le mot plouf, de cette façon, c'est un mot, en fait. Ce n'est pas un mot. C'est une émergence. C'est un onomatopée, donc oui. Mais c'est une tentative de dire quelque chose qui émerge avant qu'on puisse le faire rentrer dans le langage, de certaine façon. Et donc, effectivement, ce que vous dites ensuite, ça me semble central, et je laisse la parole, mais c'est la question un des enjeux contemporains. Vous l'avez dit en commençant, en parlant de HESS et de CNRS, c'est qu'un des enjeux contemporains pour moi, c'est de prendre soin de prendre soin des mots qui disent nos expériences. Et à leur façon, en fond, les récits en fait, dont on parle ces 3 jours en fait, à Chaumont, ce sont autant de tentatives d'inventer une langue qui soit en état d'émergence pour redire ce que nous sommes en train d'abîmer. Sans vouloir le faire en donneur de leçons, hein, parce que je me disais, moi, je suis un pauvre urbain qui vient, dans des territoires un peu moins urbains, non pas pour dire la leçon, non pas pour la faire, mais pour questionner comment tous autant que nous sommes, dans la diversité de nos métiers, eh bien, nous nommons ou avons du mal à nommer nos expériences de nature. Mais pardon de cette incidence personnelle, mais parce qu'il s'agit vraiment du paysage. Mais ce qu'il y a de fort ici, je le dis sans aucune démagogie, moi qui suis urbain et parisien, c'est qu'ici, on a le sens du temps. Parce qu'on a le temps, finalement. Donc, et donc, on prend le temps de choisir ses mots. Et choisir ses mots, c'est vivre. Enfin, alors, justement, venons-en à vos mots à vous. Non, mais il a déjà dit, Jean-Philippe, tellement de choses que non, mais alors, je vais exemplariser. Oui, mais vous allez voir que alors, votre propos à vous, votre question, votre quête de sens, hein, c'est vous qui parlez là, c'était tout simple avec ce livre. C'était concrètement, physiquement,
comment entrer en paysage, quelle allure, quelle fréquence, quel moyen de locomotion. Alors vous aviez démarré il y a quelque temps en vous disant « Ah tiens, je vais commencer par une première hypothèse, dis-moi qu'est-ce que tu choisis pour te déplacer et je te dirai qui tu es et surtout quelle est ta relation au paysage. » Puis vous avez dit « Ben non, c'est pas une bonne hypothèse » et finalement vous avez, de façon plus intellectuelle peut-être, vous avez décidé d'avoir une approche de type phénoménologique, de l'alpiniste au poète. Bon. Et donc j'ai du coup une galerie de portraits, mais tout ça en passant par le paysagiste, très important bien sûr, le géographe, les dessinateurs, bon, les artistes, les écrivains bien sûr. Et là c'est une galerie de portraits, mais c'est votre histoire à vous, hein, c'est votre approche dans les Pyrénées, c'est tout ça. Et au fond, à quoi il doit nous servir en dehors du fait qu'il est bien écrit et que c'est savoureux, mais ce livre, c'était quoi votre idée de départ? C'était de nous amener à faire quoi? À pas se tromper quand on est entre deux chemins dans une forêt ou dans les Pyrénées? Au départ, donc c'est une bonne mauvaise idée, mais elle n'est pas complètement idiote. Dis-moi comment tu te déplaces et je te dirai quel est ton rapport au paysage. Entre la barque, la péniche, le jogging, la marche, la randonnée, la marche nordique, le vélo, le VTT, etc., la motocyclette, et puis l'auto, l'âne, le cheval, et puis les lignes secondaires, justement, bon, les petites lignes Chaumont-Vesoul, etc., et puis Langogne, Montpellier, dans le Massif central ou autre, et puis le TGV. Alors TGV, on dit le TGV c'est nul, pas tant que ça. Il y a un collègue, je n'aurai pas le temps de le dire, mais qui a un géographe spécialisé des paysages qui a dit que dans un TGV, en fait, si on regarde bien, le paysage défile, et pas d'une manière abstraite, d'une manière trop rapide et stupide, pas du tout. Il y a, alors c'est assez intéressant. Non, je rentre pas trop dans le détail, non, mais quand même, parce que si, allez-y, non, parce que ce qui m'intéresse, en fait, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que finalement, tu l'as dit, le rapport. Enfin, les paysages, d'ailleurs, est-ce que d'ailleurs la nature existe? Je ne sais pas. Est-ce que le paysage existe? Je ne sais pas, et tu l'as très bien dit. C'est des expériences, c'est des lieux, c'est des types de milieux extrêmement différents. Une forêt, c'est pas un bocage. Un bocage, c'est pas des collines. Des collines, c'est pas la moyenne montagne. Est-ce qu'on peut globaliser? Tu l'as dit tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure, je sais pas, aucune importance. Aucune importance. Tu l'as dit tout à l'heure. La montagne, qu'est-ce que la montagne? La nature, qu'est-ce que la nature? Alors, je rappelle, on en parlait tout à l'heure, mais peu importe, une tellement belle formule que moi je brandis sans arrêt de Fernando Pessoa, qui est dans ma gabarit de portrait, qui est mon auteur. Il termine le livre. On n'a pas le temps évidemment de raconter son nom veut dire personne, rien que ça. Et lui, il dit, en deux mots, sa philosophie, comme je suis tout parce que je ne suis rien. Je suis tous les paysages du monde parce que je suis à Lisbonne, dans les rues de Lisbonne, avec mon petit train-train d'employés aux écritures dans une entreprise de Lisbonne. Je ne quitte pas Lisbonne, mais justement, je suis le monde entier parce que justement, je contiens tous les paysages possibles. C'est beau quand même. Vous êtes d'accord? Et alors, Madame Dicowitz, donc tout va bien. Et alors, il a une formule que je trouve tellement belle, je ne peux pas m'empêcher, elle est un peu provocatrice. Texto, c'est un poète, n'oublions pas, c'est pas un géographe. La nature, il faut déjà l'entendre, n'existe pas. Par contre, tu l'as laissé entendre tout à l'heure par rapport à ces expériences singulières et ces lieux singuliers. Par contre, il y a des rochers, des fleuves, des prairies, des forêts, des petits sommets. Chacun existe différemment les uns par rapport aux autres, mais qui va raconter, sauf Dieu, peut-être que tout ça, ça forme un tout. Qui le décide que ça forme un tout? Et à la fin, il termine de manière provocatrice. Voir la nature dans tous ces éléments différents, distincts, c'est une maladie de notre esprit, et donc c'est une erreur, c'est absolument faux. Bon, mais alors, cette maladie, vous nous donnez quand même quelques préceptes, à défaut d'une méthode, c'est presque une méthode, pour quand on entre en paysage, ne pas se tromper, ne pas. Alors, il faut peut-être se tromper une fois pour pouvoir, avec l'expérience, avoir la bonne attitude la fois suivante. Mais, par exemple, la forêt. Vous nous dites que pour bien connaître une forêt, il faut s'y perdre. Il faut s'y perdre. Et vous dites que le mieux pour connaître une forêt, c'est au fond de chercher des champignons. Mais oui. C'est que la nature, c'est une plaisanterie, la nature. Ce qui n'est pas une plaisanterie, c'est le sous-bois dans lequel vous allez trouver 10 kilos de cèpe ou de bolets. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est dans la nature. Maintenant, est-ce que les champignons
évidemment qu'ils font partie de la nature parce que l'homme ne les a pas cultivés, etc. Mais ils ne symbolisent pas en tant que tel la nature, à moins de faire de la philosophie du champignon. Mais toi, tu vas faire la chose, on ne sait pas. Il va essayer peut-être. Il y a deux. Enfin, là aussi, je parle trop, je sais, mais il y a deux philosophes italiens, si ça t'intéresse, qui ont écrit un tout petit livre, comme par hasard les Italiens qui sont passionnés par les champignons beaucoup plus que les Français, qui ont écrit une petite philosophie du champignon, mais qui est très très décevante. En fait, sur cette question du champignon, du champignon, en fait, ce qui est assez intéressant d'observer, c'est comment à la fois en sciences et à la fois en philo, en l'occurrence, la question du végétal et donc l'attention aux forêts redevient en fait un objet d'attention. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est devant des espaces d'infinies relations, en fait, de capillarité secrète, sans lesquelles, en fait, des formes du vivant ne peuvent pas se déployer. Et donc, de cette façon, nous sommes les contemporains à la fois d'expériences abîmées de toutes ces relations minuscules qui nous font tenir, et en même temps d'une attention renouvelée. Donc pour dire que si un jour une philosophie du champignon arrive, ce qui n'est pas forcément impossible, ça serait effectivement dans cet esprit-là. Je te laisse d'autant, pardon. À suivre les champignons. Non, mais bien sûr, mais d'autant que c'est notamment un des éléments du livre de Stéphane Durand dont on parlait ici même hier après-midi, d'autant que les champignons, en se parlant entre eux, sous terre, amènent les arbres d'une même forêt à se parler entre eux. C'est cette fameuse communication des arbres. Mais bon, je voudrais revenir à votre livre, à vous. Vous nous dites qu'en forêt, faut garer son auto à l'orée du site, puis il faut essayer d'y aller avec le panier à la main pour les champignons, mais rarement davantage de 2. Vous trouvez qu'à partir de plus de 2... Plaisanterie, oui. Ouais. On se vole les champignons, ça va pas du tout. Ça se termine en guérillage. Et alors, expliquez-nous ce que ça veut dire. Il faut suivre le paysage. C'est-à-dire qu'il faut se laisser guider par le paysage, et notamment par le rocher, le minéral. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, ça ? C'est vraiment simple. Dans le micro, non, dans le micro. Donc, dis donc, c'est une expérience personnelle. Moi, je ne suis pas un grand mycologue, mais je ne peux pas m'empêcher. S'il y a une année où je ne vais pas aux champignons, mon année est foutue. On est d'accord. Il y a deux choses qui me font foutre... Non, je parle mal, là, trop trivial. Il y a pardon. Dans le micro. Il faut chaque année, pour moi, qu'une année soit réussie, il faut qu'il y ait 2 éléments. Une chute de neige, au moins une, même microscopie, mais quand même, et des champignons. Une année sans neige, sans champignons, je la raye. Vous voyez, en gros, quoi. Bon. C'est une belle année, alors, 2019, parce qu'on a déjà de la neige et il y a plein de champignons. Et il y a des champignons, donc in extremis, il y a des champignons. Ta question, c'était suivre le paysage. C'était comment on doit entrer dans le paysage. Voilà. Ce qui m'a beaucoup intéressé avec un camarade, lui, qui est très mycologue, il m'a expliqué comment on fait. On marche, donc finalement... La recherche du champignon est une sorte de résumé de ce que je prône, ce que je propose et ce que je privilégie dans notre entrée en paysage et dans notre arpentage qui, en gros, à mon avis, on va trop vite, trop loin, volontairement, on est boulimique de paysage, on oublie de ralentir, tout bêtement. Et le champignon, c'est exemplaire de cette marge d'approche, ce rapport, je trouve pas le terme, enfin cette empathie à la limite avec l'espace, avec le paysage, dans la mesure où vous le savez très bien, les champignons, vous marchez à tout petit pas. Vous marchez à tout petit pas. Donc, par voie de conséquence, vous voyez énormément de choses que vous ne verriez pas si vous passiez avec votre mobilette ou votre voiture à 60 à l'heure dans la forêt. Citez-moi une belle forêt près de ici, à Chaumont. Pardon. La forêt de Beaubrion. Voilà, eh bien, dans Arc-en-Barrois, si vous passez en motocyclette, je ne sais pas si vous faites de la motocyclette, madame. Bon, non, mais comment dire, avec votre voiture, vous allez trop vite, vous faites du 90, vous êtes un petit peu, enfin 80-90, vous ne verrez pas de champignons, vous ne verrez pas le paysage. Si vous laissez votre voiture, et en plus, ça dure quand même 2 heures. Normalement, une cueillette de champignons, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Ça, c'est la première chose. Donc, se laisser porter par le paysage, il y a que ce qui est intéressant, et là aussi, c'est vraiment très exemplaire, c'est que, a priori, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais comment dire, alors André d'Hôtel, donc dans les Ardennes, le dit superbement. Voilà, lui, vous le citez dans le livre. Et je le cite, extraordinaire. Et en plus, vous allez dans un coin, Arc-en-Barrois, la forêt d'Arc-en-Barrois. A priori, vous avez quelques renseignements la veille, 2 jours avant, dans les jours, tiens, les champignons poussent, ils poussent pas, il faut attendre, machin, etc. Donc, évidemment, vous avez un territoire qui est prédéfini, on va dire. Donc, c'est une première approche, déjà. Vous l'avez sélectionné, une zone dans cette grande forêt. Et dans cette zone que vous avez présélectionnée, à partir des journaux locaux, à partir d'un voisin, d'une voisine qui vous dit que les champignons viennent sortir et tout, vous y allez, mais vous ne savez pas du tout si vous allez aller comme ça, tourner en boucle, etc. Donc pendant 2 heures et demie,
c'est aléatoire. Et à mon avis, les meilleures expériences, les expériences les plus fortes, tu parlais de plouf tout à l'heure, on ne sait pas à quel moment ça va faire plouf, là on ne sait pas à quel moment, où précisément on va trouver des champignons. Donc, qui dit champignon, dit un biotope, pour parler comme les écologues, un petit biotope où il y a une poussée de champignons, donc un certain type d'arbres, de fougères, de ronces, de ceci, de cela. Donc, c'est un petit paysage qui vous entraîne, qui vous a porté lors de votre quête de champignons. C'est quête de champignons et quête de paysage, les deux vont ensemble. Non, et ce que je retiens, c'est le temps. Le temps, Prendre le temps, toujours. Et alors, le temps et le territoire. Et alors, dans le livre, il y a un parcours, en effet, vous avez cité le TGV tout à l'heure. Évidemment, le territoire, vous y revenez par les gares, ou plutôt celles qui ne mènent plus nulle part. Hein. Ces petites gares qui sont fermées, où on ne s'arrête plus, mais dont les noms évoque ces fameux territoires qui sont formidables. La Feuille, les Orgues, les Planches, Chambuget, Andévoluy, la Palue, le Château, les Bains, les gares, on s'y gare, on s'y égare. Voilà. Et surtout, vous dites, certaines gares ne mènent plus nulle part, en effet. Et je ne connaissais pas l'existence de la gare de Calais-Bâle. Je ne sais pas comment on peut... C'est une ligne. Ah, c'est la ligne Calais-Bâle. Ah oui, d'accord. Parce que là, mais du coup, un territoire, par exemple la Thiérache, et là, vous dites, mais c'est pas un territoire, c'est des églises différentes, fortifiées, des plaines, puis tout d'un coup un bocage. Enfin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Bon, mais on n'ose pas toujours. On se dit, mais j'y connais rien, je suis pas géographe, donc je ne vois pas. Quand on n'est pas un initié, parce qu'on n'est pas un expert, au fond, on peut avoir peur même d'une randonnée dont on ne maîtriserait pas, et on cherche on cherche juste l'esthétique. Vous nous dites qu'il faut aller au-delà de l'esthétique. L'esthétique, c'est pas un vernis, mais comment dire, c'est une étape. C'est un moyen, effectivement, comme tu dis, de retrouver des relations avec les gens qui y habitent, soi-même avec les gens qui y habitent, ou alors les gens qui y habitent également, et puis l'habitat, l'occupation du sol, le travail agraire, etc. Le paysage, c'est un marchepied, c'est un moyen de. Alors, je voulais dire quelque chose par rapport au chemin de fer. Allez-y. Là, j'y pense tout d'un coup, mais vous allez dire que. C'est faussement paradoxal, mais c'est quand même amusant quand même. Les chemins de fer. Bon, moi le premier, je prends le TGV. Bon, tout le monde prend le TGV. Qui refuse de prendre le TGV? Ah, ça ne m'étonnait pas de vous, madame. On est deux mèches tous les deux. Ah bah oui. Bon, elle ne fera pas le TGV. Mais pourquoi il faudrait refuser de prendre le TGV? Non, mais moi je le prends, donc ça va. Non, ce que je veux dire... Parce que le TER pour Chaumont, c'est très bien aussi. Hein. On prend le temps, il est confortable. Mais j'étais ravi hier, parce que j'ai vu un nombre de choses pas possibles. Entre Paris, Bar-sur-Aube, Romilly, machin, ça me faisait rêver. Enfin bref, j'ai vu des camions de betteraves gigantesques. Je me suis dit, ah, oui, on fait de la betterave là. Tout. Je me suis fait un petit cours de géographie perso, vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire, un truc amusant par rapport à les trains, puis j'arrête immédiatement tout de suite, c'est la chose suivante. On prend le TGV, on est d'accord, parce qu'il le faut, on est pressé, machin, etc. Une chose. Par ailleurs, à l'autre bout, si on peut dire de la technique, les fameux petits trains à vapeur. Partout en France, ou alors le train jaune dans les Pyrénées-Orientales, ils ont un engouement absolument incroyable. Pourquoi? Parce que c'est pas tellement pour les paysages, c'est parce que c'est l'enfance, et parce que c'est des trains à vapeur. Voilà, ça ne fait pas peur la vapeur. Au contraire, mais non, les trains à vapeur. Et donc il y a un paradoxe. Et entre les deux, il y a ces petites lignes, ces malheureuses petites lignes, dont moi ça me fait chanter. Je suis pas le seul, j'ai des camarades tout proches, amis qui sont très très sensibles au ferroviaire, au patrimoine ferroviaire, si on peut dire aussi, etc. Donc les noms même des gares, mais globalement elles sont très très menacées, comme vous le savez. Ça c'est un scandale. Enfin, dans énormément de territoires, de montagnes, mais pas uniquement. Mais il y a des bénévoles qui les font revivre. Oui, mais c'est la ligne des hirondelles dans le Jura, oui. Enfin, en général, les associations, c'est quand même plutôt pour les trains à vapeur. Ouais. Entre les deux, donc comme s'il y avait d'un côté, on va vite parce que c'est fonctionnel, on est obligé, je suis d'accord madame, je vais mettre comme ça, d'accord, voilà. De l'autre, c'est l'enfance. Et là, attention, coucou, paysage et enfance. Là aussi, il y a un truc, tu parlais tout à l'heure d'ancrage, tu parlais d'initiation. J'aimerais qu'on
d'initiation au paysage comme en soi-même, on a été modelé par des images de paysages de notre enfance et pas uniquement de notre enfance. Et je veux dire que donc l'autre côté c'est l'enfant, donc c'est le paysage, mais entre les deux, moi c'est pas tellement le paysage, c'est plutôt la machine, c'est plutôt les trains à vapeur. Vous êtes d'accord, madame? C'est les trains à vapeur, ça nous fait rêver. Moi je m'en fous un peu personnellement des trains à vapeur, même je les prends jamais. Non, trop facile. Par contre, les petites lignes qui font du 32 à l'heure, qui traversent le Massif central, qui traversent les Alpes, si vous savez un minimum regarder, c'est magistral, quoi. Vous voyez un nombre de choses incroyables. 30-40 à l'heure. Donc vous voyez ce que je veux dire. En voiture, ça va trop vite. En TGV, c'est 320, ça va trop vite aussi. 40 à l'heure, c'est une bonne... C'est la bonne vitesse. C'est une bonne vitesse. Jean-Philippe Pierron. Non, je voulais simplement dire en fait que ce qui me semble en fait en arrière-plan de cette discussion, enfin de ces expériences relatives au chemin de fer, c'est quelle conception nous faisons-nous en fait de notre rapport à l'espace, et en l'occurrence, je veux dire que j'ose le dire comme ça, en fait, quelle conception de la géographie en fait, comment dire, sous-tend nos analyses. En fait, nous sommes, je me dis, je ne sais pas s'il y a des enseignants parmi nous, mais nous sommes tous passés en fait par les collèges et les lycées, enfin pour une bonne part, en tout cas au moins les collèges, et au fond nous. Quand on réfléchit sur comment nous avons appris, je ne sais pas forcément à entrer en paysage, mais en tout cas à penser les paysages via les systèmes scolaires, nous avons été à un moment donné, marqués par des conceptions géographiques très très bizarres. Ah bon, lesquelles? Celle de l'opposition entre la géographie physique d'un côté et la géographie humaine de l'autre. Une scission qui, de cette façon, est très problématique parce que quand on présente les choses comme ça, je me rappelle, moi j'avais mes collègues géographes physiciens, donc autrement dit, qui pensent, donc soit d'un côté une géographie physique qui pense que nos rapports au territoire sont des rapports en fait qui, via la médiation de la carte, en fait pensent, comment dire, la nature et sa mise en scène, j'allais dire, dans une distance à la fois anesthésiée, et qui pense la nature en termes de ressources, ses bassins hydrographiques, ses ressources géologiques, toutes nos cartes en fait, comment dire, d'enfance, pour une part. Donc il y a ça d'un côté, donc à ce moment-là, on plaque sur la nature le modèle du plan, d'une certaine façon, et du plan du géomètre, comme si pour nous l'espace c'était que de la géométrie. Et effectivement, quand on pense en termes de déplacement ou en termes de trajet, on pense notre déplacement spatial justement sur un mode géométrique. La figure contemporaine du GPS et de gestion, voilà, et gestionnaire. Et ouais. Voilà, mais vous le dites d'ailleurs très bien. Je reviens à l'eau, mais vous dites au fond, ce qui est important, c'est de mieux penser l'appartenance de l'homme au milieu, préciser la responsabilité à l'égard de l'humain et du non-humain. C'est tout ça qu'on a en séparant, oublié. Oui, parce que en fait, si je refinis ma typologie, si vous voulez, entre la géographie physique qui extériorise le rapport à la nature pour la planifier, aux deux sens du mot, et comment dire, l'idée que la nature pourrait être projection de nos représentations subjectives, bref, la nature prétexte à projection sur elle de nos émotions, de nos intérêts, etc., on perd le nœud, comment dire, de ce que c'est que l'appartenance et de ce que c'est qu'habiter. Et donc la question de la géographie, alors je ne sais pas jusqu'où tu te situerais, mais par rapport aux travaux de quelqu'un comme Berck, ou d'autres, mais même comme, à sa façon, encore comme Bachelard. Bachelard, lui, en fait, il met l'accent sur l'idée que nous vivons en amont de la distinction de la nature et des humains. Il y a cette idée, effectivement, que il y a nos expériences spatiales sont des expériences, en fait, Augustin Berck appellerait lui de trajectivité, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'idée que l'espace que nous traversons est en même temps un espace qui nous travaille. C'est-à-dire que, effectivement, c'est vrai pour un trajectoire en train, c'est vrai... Mais ce reproche, vous le faites presque aussi... Enfin, aux écologistes, parce que vous dites, aujourd'hui, on a installé des nouveaux usages de l'eau avec des mœurs écologiques qui sont officiellement vertueuses, éco-gestes, économiseurs d'eau, toilettes sèches, sobriété volontaire, réouverture les ZAD, les zones à défendre, les zones humides remarquables qui s'affrontent entre elles. Au fond, l'usage de tous ces termes et cette posture un peu d'une gestion totalement contraire, opposée évidemment à la gestion de ceux qui dirigent, mais elle a retiré le sensible aussi, en fait. Non, vous faites un peu cette critique aux écologistes militants un peu trop. Vous dites qu'il faut un nouvel ethos, c'est un nouvel ethos, mais c'est pas forcément le bon. Ce qui est c'est une question très sensible, disons. Mais justement, c'est pour ça que je vous la pose. Mais comment dire, ce qui est en jeu, me semble-t-il, c'est qu'on peut aussi, pour des raisons en fait environnementales, poursuivre encore des logiques qui relèvent en fait de cette scission dont je parlais. C'est que le vocabulaire
qu'on déploie aujourd'hui après le génie hydraulique, après le génie en fait biologique en fait qui a cherché à prendre soin en fait de la qualité sanitaire de l'eau, on a maintenant un nouveau génie. Hein, c'est le génie environnemental. Hein. Mais au fond, le génie environnemental, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il peut, si on n'y est pas attentif, prolonger dans notre rapport et tout aussi vivant, froid. le langage de la gestion. C'est-à-dire qu'en fait, on peut gérer, environnementalement, c'est-à-dire qu'en fait, continuer le modèle, d'un rapport industriel et, de contrôle à la nature, que ça soit pour l'exploiter ou que ça soit pour la protéger, mais en fait dans un modèle qui est gestionnaire. Et l'enjeu, c'est comment on peut en sortir. Bon, alors, question avant que je me tourne vers la salle, tous les deux. Donnez-moi, si vous voulez bien, donnez-nous un exemple du plus bel endroit où vous avez été émerveillé, vous, par l'eau, et vous, quel est le paysage que vous préférez aujourd'hui en France ? Je sais bien que c'est un peu arbitraire et une question de journaliste un peu artificielle, mais tout de même, ça nous amène du sensible. Qu'est-ce qui, chez vous, d'un point de vue sensible, est un endroit où l'eau, c'est la meilleure façon de la voir, de la sentir? C'est quoi? C'est un petit moulin dans un coin? C'est l'Atlantique? Chez vous, qu'est-ce que vous aimez de l'eau? Où? La Haute-Marne en bas, la Marne? Ouais, pourquoi pas. D'abord, en fait, ce que j'aime bien dans la question, c'est qu'elle elle renvoie à chaque fois à des expériences singularisantes. C'est-à-dire qu'en fait, Merci. Mais il faut répondre. Hein. Oui, bien sûr. Oui. mais ça me semble central. C'est malin la façon dont il se. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est le. Botte en touche. Non, c'est pas beauté en touche. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui me semble important, c'est de pluraliser nos récits et pluraliser nos expériences. Et au fond, la question des narrations personnelles, elle nous convoque tous. Et donc, je pense que, y compris les métiers en fait qui parlent de l'eau. Bon, parce qu'il y a aussi des langues de l'eau en fait dans les métiers. Alors moi, pour ma part, c'est pas un ruisseau, c'est une fontaine de village. Je suis vosgien par mes grands-parents, dans lequel on en parlait hier soir. Dans lequel quand j'étais gamin, j'étais à la fois fasciné et effrayé par un type de bestiole en fait qu'on appelle les sangsues. C'est à la fois horrible ces bestioles. Pour moi, c'est figure du vampire, si vous voulez. Et de l'autre côté, des bestioles assez étranges parce que très résistantes dans leur plasticité. Et quand vous les mettez dans l'eau, très ondulante. C'est très très beau. Et autrement dit, c'était. Et vous jouiez avec les sangsues. Voilà, je jouais avec ce type de bestioles en me demandant si je pourrais pas réussir à les écraser parce que leur potentiel vampirisation en fait était à la fois motif d'inquiétude et donc aussi de cruauté. Hein, il faut aussi le dire. Mais donc je dis ça en fait pour dire deux choses, c'est que les qualités de cette fontaine devant la maison de mes grands-parents, c'était une eau libre. Puisqu'en l'occurrence, elle venait d'une source. Elle venait d'une source. Elle avait des bruissements différents selon les saisons parce que elle était plus ou moins, le débit était plus ou moins puissant. Il y avait de la sonorité, il y avait des qualités d'eau, sa fraîcheur, et en même temps une forme de disponibilité. Et donc je dis ça aussi pour dire que nos rapports à la nature, en fait, sont pas, pour moi, les philosophes nord-américains, quand ils parlent de la nature, notamment les philosophes de l'environnement, mettent l'accent sur ce qu'on appelle la wilderness, donc une espèce de la nature sauvage, tellement sauvage de cette façon qu'elle est devenue inaccessible. Pour moi, en fait, les expériences de nature, c'est une expérience d'une nature ordinaire, mais d'un ordinaire, en fait, qui est suffisamment puissant pour qu'il me fasse grandir. C'est le sauvage chez soi, chez nous. Oui, c'est ça. Il y a un mot en anglais, c'est wildness, par opposition à wilderness, mais qui est donc l'expérience de nature ordinaire. Ordinaire ne signifiant pas, vulgaire, ou bien vulgus au sens du latin, mais c'est quand ça renvoie, si vous voulez, à des expériences à la fois accessibles, minuscules, mais qui font qu'effectivement ces expériences-là, à la fois nourrissent sont l'occasion de notre subsistance, je veux dire qu'il n'y a pas d'eau sans subsistance, mais aussi de notre substance intime. Alors la plénitude par la fontaine du village. Et vous, la plénitude par quel paysage? Alors, je vais faire comme Jean-Philippe, je vais commencer par botter en touche, évidemment, en disant que beaucoup de paysages me parlent très fort.
Et j'ai une collègue, géographe, spécialiste des territoires, Marie Vicouzouf, n'importe, à l'école des hautes études. Et je l'ai interrogée très très longuement. Elle est d'ailleurs dans le livre sous un pseudonyme. Elle raconte des choses très très belles. L'histoire de sa découverte du paysage avec son grand-père, son père et elle-même. Ils font depuis 3 générations, ils font le même voyage, un voyage géographique, parce qu'ils étaient, le grand-père était plus ou moins instituteur, il a écrit des bouquins de géographie, etc. Donc c'est quand même assez beau. Cette femme, elle a 60 ans, donc cette collègue. Et ça fait ils en sont à la 3e génération où ils font de nouveau, toujours, pratiquement le même voyage. Les voitures ont changé et tout, mais avec une appétit de... Où ça ? Un peu partout en France, beaucoup dans le sud-ouest, un peu en Bretagne, Massif central, etc. Donc toujours le même type de voyage. Bref, elle me disait, je posais la question, elle s'appelle Marie Vic, elle me disait, moi j'aime, alors c'est beau, j'aime tous les paysages. Tous les paysages lui plaisent. Et moi je serais un petit peu comme elle. Et ce matin, quand même, vous avez... Attends, vous on va y racontez... venir. Non, mais attends, j'ai Allez-y. botté en touche comme Jean-Philippe. Il a botté en touche. J'ai le droit de faire comme lui. D'accord, c'est vrai. Je te rappelle, cher guerrier, je te rappelle que ce matin, quelqu'un en a parlé, il y avait quoi à Chaumont? Qu'est-ce qui s'est passé ce matin à 8h30? Du brouillard. Chaumont était d'une beauté prodigieuse. Je me suis promené. C'est pas pour dire je suis le meilleur, je vous aime. Non, c'est pas ça. Il se trouve que j'avais du temps, je me suis levé tôt, et pendant 3/4 d'heure, à tout petit pas, alors évidemment, je n'ai vu qu'une partie de Chaumont parce que c'est masqué par le brouillard. Il n'empêche une poésie très spécifique. Mais ce qu'on voit apparaître est très beau. Très locale, qui vraiment m'a beaucoup plu, quoi. Et puis, c'est pas 3 minutes, c'est quand même 3/4 d'heure que j'ai Bon, passé. mais... Alors maintenant, je vais répondre. Ouais, alors bon, je reconnais que j'ai un paysage fétiche. En gros, c'est les hauts plateaux. Mon rêve, ce serait d'aller dans la Puna, au Pérou, en Bolivie, à 4000 mètres d'altitude, mais je ne suis pas sûr que mon petit cœur résiste, ça je ne sais pas, j'en sais rien. Donc ça serait mon rêve. Mais en France, voir, entre autres, ce que Julien Gracq a écrit sur l'Aubrac, le mille vaches, etc., les Causses, des formules, des descriptions extraordinaires. Et alors, je vous conseille, et moi, mon paysage voilà, aux confins. Là, je vais être géographique précis. Ça va, madame, quand même, ou pas? Vous aimez la géographie? Vous avez intérêt, parce que sinon, vous n'allez rien suivre. Vous n'allez pas suivre. Aux confins de la Haute-Loire et de l'Ardèche, vous connaissez déjà le Mont Mézin. Ah ben voilà, ça suit dans les rangs. Merveilleux, j'ai un bon public aujourd'hui. Eh bien, autour du Mont Mézin, c'est un paysage qui est, pour moi, plus beau que l'Aubrac ou que la Margeride. Or, l'Aubrac et la Margeride sont considérés, avec ce qu'on... Vous n'êtes pas complètement d'accord, vous, monsieur, non? Non, mais on va y venir. Bon, mais monsieur va peut-être vous en citer un autre. Parce que le Mézin a 2 intérêts. C'est que c'est les hauts plateaux. Il n'y a pas de race particulière. C'est des pâturages qui n'en finissent plus jusqu'à 1500, 1600 mètres d'altitude, ce qui, pour le Massif central, est assez haut. Et c'est dominé par le Mont Mézin, 1753 mètres. Donc 200 mètres de plus haut que l'Aubrac, que la Margeride, etc. Donc ça donne une espèce de dimension qui font que quand vous êtes dans ces villages très élevés, à 1300, 1400 mètres, les Estables, Chauderolles, etc., vous êtes dominé, mais d'une manière gentille, pas comme dans les Alpes. C'est le Mont Mézin, il n'est pas terrible. En 1h30, vous, madame, vous le faites en 1h30 avec un petit bâton, avec une gourde. Et madame est la plus sportive. Oui, par exemple, 1h30 maxi. Tout va bien. Et quand il y a de la neige, encore, vous glissez sur vos skis. Et donc là, il y a une espèce de qualité, de silence, de pureté. Et je précise également, plus que l'Aubrac encore, il y a, alors là, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, les ancrages et les solidarités, ou du moins les gens qui habitent les paysages, ou qui usent de l'eau, mais entre eux, à travers l'eau, à travers les paysages, ils se parlent, ils se disent des choses. Il y a encore beaucoup, enfin, ils ne sont pas très nombreux, mais ceux qui restent, ils restent. Et il y a vraiment des éleveurs qui ont relancé une race locale, etc. Il y a des petites fêtes de village, et c'est pas du folklore, c'est très perdu, c'est à 3/4 d'heure ou 1 heure de Saint-Étienne, donc c'est quand même assez loin, ou du Puy, mais ils sont pas du tout en déshérence. Et il n'y a pas de broussailles, et les pâturages sont très bien entretenus. Donc, vous voyez, donc, par rapport à ce que tu disais, c'est pas la nature qui envahit, et qui peut faire peur éventuellement. Dans arpenter le paysage, il y a notamment votre histoire du petit tour que vous faisiez, et puis des grands tours qu'avec vos parents, enfin que la famille organisait. Il faut lire ça, j'en dis pas davantage. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait compléter, contredire? Oui, madame, on va peut-être passer le micro, si vous voulez bien, à cette dame qui voudrait prendre la parole. S'il y a d'autres interventions, on va les prendre tout de suite et ils répondront après. Je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions qui nous font voyager également, et découvrir ou redécouvrir ce qu'on peut-être on connaissait intuitivement ou choses auxquelles on s'intéressait. Moi, j'ai 2 petites questions.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque de nostalgie, que ce soit sur l'eau ou sur les paysages? Et comment est-ce que vous intégrez les paysages urbains, puisqu'on a beaucoup parlé, alors on est en Haute-Marne, donc ceci s'explique, et puis vos histoires et vos parcours personnels expliquent, mais comment est-ce qu'on peut replacer aussi la ville. La ville. C'est un problème, la nostalgie? Non, Je botte en touche comme nos deux intervenants. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres monsieur, voilà. Et puis j'ai vu quelqu'un par là aussi qui voulait parler, non, ou prendre la parole. Je vous en prie. Donc le sujet du salon, c'est l'appel de la nature. Moi, je préférais parler du rappel de la nature. Dans ce sens que, bon, le ressourcer, source. Ce qui est intéressant aussi, cette notion de retour, hein, c'est un mot qu'on utilise beaucoup en Orient, dans le taoïsme par exemple, et la notion de retour est très mal comprise par l'Occident, parce que le retour n'est pas revenir au stade d'avant, c'est tout simplement d'enclencher un nouveau cycle. Donc on revient... C'est comme chaque jour, il y a un retour. C'est un peu ce que disait M. Piron. Oui, voilà, un mode de cycle. Et puis, je dirais que c'est l'histoire de la nature, c'est aussi une histoire de famille. C'est-à-dire, aujourd'hui, les familles sont énormément éclatées. Avant, une famille faisait une entité. Moi, la nature, elle fait partie de ma famille. Elle n'est pas de ma famille éclatée ou de une famille recomposée. Je pense qu'à partir du moment donné où on se sentira dans la nature, je n'ai même pas à me poser la question si je fais partie de la nature ou pas. Je suis la nature. Et dans ce sens-là, l'eau qui circule en moi à travers le sang permet pour moi de me relier. Et c'est peut-être ça qu'il faut se refaire. Quand on va contre la nature, en fait, on va contre soi-même. Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Monsieur, vous voulez dire un mot sur un paysage que vous avez... Non, vous-même? Non. Comme je vous voyais tout à l'heure, vous n'étiez pas d'accord avec Monsieur de Soudir, mais c'est... Alors, on vous rend le micro, et il y a à la fois cette définition du retour, très pertinente et en complément de ce que vous disiez vous, mais aussi... Les villes, c'est vrai qu'on les oublie, on est dans une ville, même petite, mais une ville, et le paysage urbain, c'est une forme de paysage aussi, Martin de la Soudière, et vous l'évoquez peu quand même, hein. Jean-Philippe Piron. Alors, je commence par la question de la ville. Je commence par une anecdote. Il n'y a pas très très longtemps, j'étais à Lille, qui est candidate pour être capitale verte européenne. Et comme Strasbourg et comme Dijon. Et donc, la députée maire me disait, la difficulté pour Lille, c'est que quand on pense Lille, on ne pense pas verdure, on ne pense pas écologie. Et en même temps, je lui disais, ce qui est assez incroyable dans votre ville, c'est la qualité des pluies. Alors, pas très vendeur, hein, si vous voulez faire de la com, hein, ou si vous voulez vendre des images. C'est le volume des pluies surtout. C'est le volume, et c'est aussi, en fait, ce que je voulais lui dire, c'est que on était en train de marcher sur les pavés de la vieille ville, et en fait, où la question de la qualité de la pluie sur les toits et sur les pavés, elle dit quelque chose d'une expérience sensible de la ville. Et donc, je prends cet exemple en fait pour prolonger ce que je disais tout à l'heure sur la question de la géographie. D'abord, vous avez raison de dire que même les espaces les plus a priori artificialisés, hein, on oppose souvent la ville aux espaces sauvages, même s'il y a aussi des sauvageries urbaines. Le texte de Olivier Rosenthal hier nous le rappelait aussi à sa façon. Hein. La tension en fait du sauvage et de l'artifice, elle est aussi présente dans les villes, hein, via le rapport aux éléments. Et donc il y a un philosophe japonais en fait qui s'appelle Watsuji Tetsuro qui publie un livre qui s'appelait Fudo, qu'on a traduit par le concept de milieu, dans lequel il dit finalement les villes, et plus particulièrement les architectures des villes, on peut les comprendre comme ce qu'il appelle une entente propre de la nature et des hommes. Une entente propre, c'est-à-dire qu'en fait que si on regarde bien la façon dont nos villes se sont construites, les architectures, la forme des toits, les manières en fait de penser les évacuations d'eau, les manières en fait de penser les paysages, le rapport en fait à la diversité et au sauvage, en fait sont à chaque fois singularisantes. C'est-à-dire qu'en fait la forme d'un toit, je prends simplement cet exemple-là, un toit raconte une manière de vivre l'expérience de l'eau. Selon qu'il s'agisse du typhon ou au contraire des micro-brumes ou d'absence en fait récurrente d'eau. Donc ça c'est pour dire qu'au fond quand on commence à être attentif, la question de l'air, hein, l'air, la lumière, l'eau
comment dire, même les espaces ultra anthropisés, je veux dire, la vivent. Bon, ça, c'est une manière de le dire, sans parler de la biodiversité du vivant, en fait, qu'on développe aujourd'hui. Alors sur la seconde question, en fait, la question de la nostalgie, bon, d'abord, moi je trouve qu'il y a on peut aussi, comment dire, la goûter, hein, comment dire, la nostalgie, parce que c'est aussi une expérience, en fait, la question du mal du pays. Hein. Ce que j'entends dans votre question, c'est autre chose que la question de la nostalgie. C'est la même que celle sur le retour, en fait. Oui, c'est ça. C'est la question d'une... Possiblement, enfin, il faudrait voir jusqu'où il y a des fraternités dans vos questions. Hein. Mais moi, ce que j'y entends, c'est que prendre soin des expériences sensibles que nous faisons du milieu ou de la nature, c'est pas nécessairement la resacraliser ou la resanctuariser, en fait, dans des figures ou des expériences de nature intemporelles ou qui échapperaient aux aléas de l'histoire. Il y a, pour le dire autrement, on peut le dire comme ça, si vous voulez, être attentif à nos expériences des territoires, c'est pas exalter, les cultures intemporelles des terroirs. Et donc pour moi, je distinguerai les deux, parce qu'en fait, on peut très vite figer nos expériences en fait de nature dans des emblèmes, et à ce moment-là, on en fait des cartes postales, ou dans des identités fixes, et à ce moment-là, on les enferme dans des conceptions, des rapports homme-nature sur un territoire nationalisantes, pour dire les choses clairement. Hein. Et puis les anciens n'avaient pas forcément toujours raison. Ils avaient raison parce qu'ils sont anciens, mais enfin... c'est pas parce qu'on est ancien qu'on a raison. Alors, la ville. Non, mais Jean-Philippe, il a quasiment répondu. La ville, 3 choses. Un, effectivement, c'est un chapitre dans mon livre. Voilà. 2, chez les paysagistes que je fréquente comme assidûment, c'est un débat éternel. En fait, tu le connais sans doute, ce débat. Est-ce que, pour qu'il y ait paysage, qu'est-ce que la définition du paysage? Je ne vous raconte pas, ça fait 50 ans que les paysagistes ne sont pas d'accord. Il y a bouquin sur bouquin, etc. Et c'est très bien, c'est des controverses. Bref, est-ce que... D'ailleurs, la forêt, il y a des paysagistes qui disent que la forêt, c'est pas un paysage. Au motif... Alors, moi, je ne prends pas parti, je ne suis pas paysagiste ni rien, qu'on voit, on parlait de champignons tout à l'heure, on voit un arbre tous les 5 mètres, mais il n'y a pas de profondeur de vue. Or, le paysage, la définition primitive, canonique du paysage, donc qui remonte à très longtemps, c'est un regard sur un espace donc relativement lointain, 50 mètres, 100 mètres, etc. Donc la ville, certains paysagistes disent que c'est pas du paysage. Ça, c'est la deuxième chose. Troisièmement, donc Fernando Pessoa, donc lui, il fait chanter la ville, mais est-ce que c'est du paysage? J'en suis pas sûr, parce que c'est vraiment des ruelles. Est-ce que des ruelles... Alors, c'est des ambiances. Lisbonne est un formidable paysage. Je suis d'accord, mais est-ce que c'est vraiment un paysage? Si, forme de Lisbonne et avec le Tage en bas, Paris avec y compris la Tour Eiffel, mais pas uniquement. Et ici avec la Marne, quand on arrive, le train, ce creux là en bas, ça c'est des paysages formidables. Et on est en urbain. Notamment les jeunes paysagistes, je sais parce que donc j'interviens, moi j'accompagne des jeunes paysagistes de 2e ou 3e année, etc. Ils ne choisissent jamais, ils ont carte blanche pour choisir un paysage ou un canton ou 2 ou 3 cantons, une toute petite région. La ville, ils ne choisissent quasiment jamais la ville. C'est curieux, ça. Alors, c'est peut-être discutable. Je sais pas, encore une fois, je ne suis pas enseignant, je ne suis pas paysagiste, et tout ça. Bon, voilà, j'ai à peu près répondu. Et donc, c'est pas à cause de ça que j'ai mis mon Fernando Pessoa à la fin. Bien sûr que non. Il n'empêche, je me suis dit, ça fera quand même bien dans le décor pour que des gens comme vous, madame, non, mais je m'amuse. Enfin, non, mais tant qu'à faire, un peu de ville, ça fait pas de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, voilà. Alors, maintenant, pour la nostalgie, mais tu y as vraiment très, très bien répondu. Et j'aurais envie de dire quelque chose également, c'est que on confond peut-être un peu nostalgie et mélancolie. Tu vois, et souvent, un peu de réponses, elles seront très rapides. On dit nostalgie et au brocard, on montre du doigt parce que passéiste, machin, on vient d'en parler, etc. Oui, mais il y a la nostalgie, c'est une chose, donc c'est un peu passéiste. La mélancolie, c'est autre chose. Mélancolie, elle n'est pas forcément datée, c'est pas forcément ancien, nouveau, c'est un rapport un peu tendre, un peu fleur bleue peut-être, ou une espèce de petite vague à l'âme, justement comme Fernando Pessoa avec son desahogo, enfin je sais plus comment, enfin bref, il a un terme très très beau pour le dire, une espèce de l'intranquillité, il appelle ça l'intranquillité, si vous voulez, mais voilà. Donc effectivement, on peut être intranquille ou on peut être la saudade, voilà, le mot que je cherchais bien entendu, la saudade, par rapport à des paysages qui ont beaucoup transformé, mais en même temps, on a le droit. Deuxième réponse, rechercher, privilégier ou être triste qu'un paysage a changé, que vous avez connu étant enfant, adolescent, etc. D'abord, c'est légitime.
Donc, on n'est pas obligé de se crisper là-dessus. Et deux, il faut jamais oublier, enfin, on l'a dit là depuis pratiquement une heure, que l'eau, le paysage, les éléments qui forment, malgré tout, ce qu'on dit Pessoa, bon, la nature quand même, ben, ça nous a forgé. Identité, c'est un terme que j'aime pas, mais c'est un socle qu'on a en nous. C'est, comment dire, ce qu'on a appris, tu l'as dit, à l'école. C'est nos parents, c'est les films qu'on a vus, c'est les voyages qu'on a fait. Ma collègue qui a fait ses voyages avec sa famille. Donc c'est les films qu'on a vus sur le paysage ou sur l'eau ou ce qu'on a lu. Donc ça fait partie de strates multiples qui ont formé notre rapport à l'environnement finalement. Et donc pourquoi le gommer, pourquoi s'attrister qu'on soit un peu triste qu'il ait disparu. Ils nous ont marqué à un moment important de notre vie. On peut y penser sans non plus s'y raccrocher, mais ils font partie de toute une série de ce qu'on peut appeler de manière un peu prétentieuse, enfin peu importe, mais les théoriciens du paysage, les modèles paysagers. Je voulais le dire tout à l'heure, je suis un tout petit peu hors sujet, mais en fait pas du tout hors sujet. Non, je veux dire qu'on oublie. J'y vais ou pas là? Oui, j'y vais. Vous avez bien souligné que ça fait 1 heure et je vois mon confrère qui va animer le débat suivant qui est là. Donc non, finissez Martin, finissez. Mais finissez. Non, c'est un tout petit peu de provocation. Face à la nature, quelle que soit la définition qu'on donne, on se croit le roi du pétrole, on se croit neuf, nouveau, original. Personne n'a jamais vu de cette manière-là. J'ai une sensibilité fabuleuse et compagnie. Plaisanterie. Vous êtes d'accord, plaisanterie? Non, vous ne savez pas encore ce que je vais dire. Bon, elle est quand même d'accord, elle a compris, donc elle a tout compris. Plaisanterie, je l'ai dit à l'instant, mais peut-être mal, et puis dans le bouquin, j'insiste énormément sur ce qu'on appelle des modèles. Et en fait, ce rapport, mais tu l'as dit aussi de manière différente, le rapport qu'on a à la nature, au paysage, il est extraordinairement socialisé, déterminé, prédéterminé, alors pas point lié, mais on est issu d'une culture, tu parlais du Japon à plusieurs reprises, la culture japonaise du paysage, elle est tout à fait différente ou chinoise de la nôtre. Nous, on a eu les impressionnistes, on a eu, voilà, à la fin du 19e, l'école de Barbizon, et puis les paysages dans le western, et puis, comment dire, sans famille, et puis... Mais avec le voyage aujourd'hui... Le Tour de France par 2 enfants, etc. Ouais, mais avec le voyage aujourd'hui, on confronte tous les paysages. Alexandre Lacroix le montrait bien hier. Merci. Je voudrais vous faire plaisir en concluant, évidemment en citant La poétique de l'eau, Jean-Philippe Pierron, aux éditions François Bourin. Alors vous, ça va peut-être pas vous faire plaisir parce que c'est un peu technique, un peu gestionnaire, ma conclusion, mais tout de même, je voudrais vous citer l'eau. Il y a 3 choses importantes qu'on attend de l'eau. On veut de l'eau propre et abondante. On veut de l'eau potable et saine, mais on veut l'eau reconnue comme un bien commun. Cette idée de bien commun, quand même, me paraissait essentielle. C'est quand même un peu tout le sous-jacent de toute la démarche ici. Et donc, je voulais citer ça. Je voudrais aussi, mesdames et messieurs, parce que vous pouvez les trouver en bas, si vous êtes intéressés par la question du soin, vous renvoyer à ce livre de Jean-Philippe Pierron, Prendre soin de la nature, des humains, médecine, travail, écologie, aux éditions Les Belles Lettres. Et puis alors, pour armenter le paysage, une conclusion aussi, à travers, pour vous faire plaisir, Pessoa, et votre conclusion à vous, parce qu'au fond, Pessoa, que vous citez, nous interpelle et nous demande de nous comporter d'une certaine manière qui est implicite dans tout ce que vous avez dit, mais c'est qu'il faut renoncer. C'est-à-dire que le paysage tout entier se trouve nulle part, ça vous nous l'avez dit tout à l'heure, nous possédons tout ce à quoi nous renonçons. Voilà, parce que nous le conservons intact en le rêvant, il faut renoncer. Eh bien, on va renoncer à vous entendre davantage. Merci infiniment, je voudrais qu'on arpenter le paysage.